Waldo Cerdan, ancien pilote de ligne, est aussi un homme qui étudie beaucoup l'impact géopolitique du monde et même la philosophie. Waldo Cerdan est avec nous ce soir dans son expertise qu'il développe sur la question de l'aviation pour évaluer ce que l'aviation aura comme place demain dans un monde où la question du CO2 ou la question de l'avenir planétaire est posée. Waldo Cerdan est notre invité au bout du jour. Bonsoir Waldo Cerdan. Bonsoir. La vraie question que vous nous posez, c'est effectivement, est-ce qu'une aviation verte est possible et envisageable ? Mais avant ça, est-ce que vous avez le sentiment que les mentalités qui devraient créer ce débat commencent à se faire jour ? Ou est-ce que l'on en est encore au grand poncif et au grand fantasme ? Mais disons que j'ai l'impression plutôt qu'il y a une polarisation du débat entre d'une part ceux qui sont contre, qui pensent que c'est une aberration écologique, qu'il faudrait s'arrêter de prendre l'avion, je pense notamment au mouvement FlyXcam, et puis je dirais les autres qui veulent nous promettre une aviation totalement neutre. Déjà, c'est un concept extrêmement fallacieux. Et donc, finalement, le discours oppose ces deux camps et embrouille complètement les cartes, ce qui rend très, très difficile pour le citoyen lambda de pouvoir se faire une idée claire et précise. Alors, pour planter quand même le décor le plus rationnellement possible, et je rappelle, quand je viens de le faire à celles et ceux qui nous écoutent, que vous êtes vous-même un ancien pilote, et donc vous êtes un expert en sécurité et en aviation. Bon, vous savez donc intimement de quoi vous parlez. Quelle est la place, on va dire, dans la pollution et les émissions CO2 et consorts? Quelle est la place du transport aérien? Parce que, vu évidemment de la Terre, les deux pieds dessus, on a toujours le sentiment que c'est précisément ça qui est la part de l'ogre. Non, effectivement, ça ne pas du tout. En revanche, c'est emblématique de notre comportement. Je m'explique en deux temps. D'une part, on attribue au secteur du transport aérien plus ou moins 3% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est un chiffre qu'il faut pouvoir pondérer parce qu'en réalité, c'est ce qu'on appelle les émissions CO2 notamment. Mais il y a ce qu'on appelle les émissions ou les effets hors CO2. Parce que selon les études qui ont été faites, les effets de gaz à effet de serre, de CO2 en haute altitude pourraient avoir un impact de 2 à 4 fois supérieur. Donc c'est déjà un chiffre à mettre en perspective. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il témoigne, je dirais, d'un comportement. L'avion, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est ce que nous en faisons. À quoi il sert ? On saute dedans pour rien, quoi. Bien entendu, je dirais qu'aujourd'hui, c'est devenu un business model depuis, je dirais, la dérégulation, où on est passé d'un mode de transport destiné à une classe aisée, ou une forme d'élitisme, et c'est devenu un transport de masse. Et donc, finalement, on prend l'avion pour aller on prend le tram. Comme on prend le tram, peut-être, en tout cas, plus facilement que le train, parce que aller à Malaga en avion, aujourd'hui, ça coûte moins cher que de faire Liège-Ostende en train. Donc le retour, par exemple, maintenant, on le voit, ces jours-ci ou ces semaines-ci, des trains de nuit, avec une programmation d'ailleurs annoncée de leur retour, rendez-vous à Prague ou ailleurs, à partir de Bruxelles, en train de nuit, ça commence à répondre à ce défi un peu fou qui consistait parfois à faire des vols d'une demi-heure. Absolument. Le problème qu'il y a par rapport à l'exemple que vous citez, c'est que, d'une certaine manière, il y a, depuis déjà quelques dizaines d'années, des habitudes qui s'installent. Et donc, les gens qui ont l'habitude de prendre l'avion pour passer plusieurs fois des vacances par an ne vont pas facilement passer à un train de nuit. Et donc, la question est de mettre ça en perspective par rapport à la problématique climatique. Et donc, pour revenir aux 3%, qui représentent à la limite pas grand-chose du secteur aérien, la question que moi je me pose, c'est de dire, tiens, mais dans le fond, si on peut trouver ou on ne peut pas trouver une stratégie qui permette de réduire cela, d'examiner cela d'une manière lucide et scientifique. Mais comment pourrions-nous le faire pour les 97 autres %? Je n'y crois pas. Et c'est en cela que c'est intéressant de travailler. C'est le labo en quelque sorte. Exactement, c'est exactement ça. Si on ne peut pas faire ça, on ne pourra pas faire le reste. Absolument. De par mon expérience, j'écoute les arguments des uns et des autres et je trouve que généralement, ils sont excessivement mauvais. Aussi bien ceux qui viennent de Greenpeace que par ailleurs je peux soutenir, que ceux qui viennent du secteur du transport aérien. Je pense notamment aux piliers de la stratégie carbone qui est essentiellement constitué d'éléments qui étaient en application depuis 40 ans et qui étaient le résultat d'une part des crises pétrolières dans les années 70 et puis de la dérégulation. Et tout simplement, les compagnies se sont trouvées devant le défi de devoir réduire les coûts et la consommation est un coût. Donc, si les compagnies pouvaient réduire leurs coûts, enfin, du moins la consommation par 4, ils le feraient instantanément. Donc, ils le font depuis 40 ans. Et donc, je ne vois pas en quoi ces mesures-là, aujourd'hui, auraient un effet magique qui permettrait de faire plus que ça n'a permis avant. Donc, il faudrait à la fois voler moins ou plus utile, on va dire, quand c'est nécessaire, changer nos habitudes fondamentalement pour démontrer qu'on pourra le faire dans d'autres secteurs également.
mais aussi pour, en quelque sorte, se promettre que ce secteur soit, on ose le mot, éthique. Oui, alors l'éthique, c'est toute la clé. Et en réalité, vous allez comprendre comment on y arrive, c'est que la question qui se pose, c'est que moi je trouve que l'avion est un outil extraordinaire. Et aujourd'hui, on l'utilise qu'à 3%. Et je pose la question, est-ce que finalement la façon dont on l'utilise est transposable au monde entier ? Il faut savoir que le développement de l'Asie et du Pacifique va devenir majoritaire et dans les années 2050, ils vont représenter 44% du trafic mondial. Est-ce que la façon dont on l'utilise en Amérique du Nord et en Europe est transposable au monde entier ? Si la réponse est oui, ce qui me paraît peu probable, alors il n'y a pas de raison de se priver. Si la réponse est non, alors il faut se poser la question, qui va pouvoir prendre l'avion et qui va devoir renoncer à le faire? Et qu'est-ce qu'on va transporter? Par exemple, devons-nous transporter des myrtilles qui viennent du Pérou en hiver pour le vendre dans un hard discount à 3 € le ravier de 100 grammes, alors que l'empreinte carbone correspond à plus ou moins 1,9 kg de CO2. Donc il y a des comportements, et je ne pense pas qu'il faut fustiger le comportement individuel. Même si tout le monde était extrêmement sobre, on arriverait à limiter les émissions globales que de 25%, ce qui est déjà pas mal. Et donc ça veut dire que le problème est plutôt d'ordre systémique et il faut l'examiner comme tel. En décembre dernier, des avions ont transporté des sapins au Koweït. Depuis quand est-ce que c'est une habitude d'avoir des arbres de Noël au Koweït? Bon, pourquoi pas, s'il n'y avait pas de problème par ailleurs. Mais donc, il y a des questions à se poser de savoir, comme vous disiez, d'utilité de la façon dont on exploite ça. Est-ce que le secteur du transport aérien, transport passager, transport fret, est véritablement conscient, à votre estime, et de l'intérieur, vous qui l'avez vécu, souhaite réagir? Et si oui, comment? Alors, je pense que le problème, tout le monde en est conscient, puisqu'on ne peut pas échapper à l'information. Après, le problème qu'il y a, c'est que tous les acteurs sont dans une situation de conflit d'intérêts. Donc, autrement dit, je veux dire, une compagnie aérienne, son core business, c'est de vendre des billets. Même très peu cher. Exactement. Donc, parce qu'il y a de compétitivité. D'ailleurs, Ryanair annonçait récemment qu'il trouvait qu'il fallait encore diminuer le prix des billets. Donc, on rentre dans une spirale où on pousse, je dirais, une débauche d'offres afin de pouvoir quand même attirer le chaland. Et donc, tous les acteurs, je dirais que par exemple, les centres de contrôle, on parle d'améliorer les centres de contrôle. Il faut savoir que beaucoup d'entre eux sont privatisés, par des compagnies aériennes notamment. Et donc, ça crée des conflits d'intérêts. Je veux dire, moi-même, j'ai vu la différence des gestions de trajectoire en arrivant en Belgique, en passant au-dessus de l'Allemagne. Il est certain que si les centres de contrôle allemands sont en partie privatisés, ils vont favoriser, je dirais, le développement, l'exploitation des compagnies locales. Et donc, il y a à chaque niveau un problème qui fait qu'il n'y a pas de surplomb suffisant et nécessaire que pour pouvoir apporter quelque chose. C'est comme si on demandait aux cigarettiers de développer une cigarette qui soit bonne pour la santé. Ils ne vont pas dire non. Ils vont vous dire, mais on vous la promet pour 2050. D'ailleurs, on y travaille avec des essences d'eucalyptus. Mais en même temps, on peut se dire, est-ce que c'est cohérent de leur poser la question à eux? Oui, donc l'indépendance éthique que l'on évoquait un instant n'est pas garantie. Non, absolument pas. La question que l'on pose aussi, c'est évidemment la question énergie, la question du développement de nouvelles ressources énergétiques. Est-ce que l'on peut penser demain qu'on puisse voler vers avec d'autres comburants, d'autres carburants? Alors, il existe des solutions, mais en revanche, il y a une différence à faire entre ce qu'il est techniquement possible de faire et ce qu'il est possible de faire pour répondre aux besoins actuels et de demain. À cette deuxième question, je dirais que la réponse est non, tout simplement. Aujourd'hui, il faut savoir que l'humanité consomme plus ou moins 14 gigatonnes d'équivalent pétrole par an, dont 80% sont d'origine fossile. Donc l'aviation représente 300 millions, 350 millions de tonnes d'équivalent pétrole. Je dirais qu'on parle de l'hydrogène, par exemple. Mais l'hydrogène, il est produit à 90% avec du méthane. Donc je veux dire qu'il pollue énormément. On peut imaginer qu'il y ait de l'hydrogène vert, mais les ressources qui permettent de produire une énergie, il faut faire la distinction entre énergie et vecteur énergétique. Source d'énergie, l'hydrogène n'est pas une source d'énergie. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Mais quelque part, il faut le produire et il n'est pas plus vert que le mix énergétique qui a permis de le produire. Et on ne va pas voler dans ce qu'on appelle l'aviation civile classique en solaire, tel que certaines expériences nous le prédisent. Alors, on ne peut pas vraiment dire que c'est impossible. La seule chose que je dis, c'est que nous n'avons pas le temps. C'est-à-dire, quelque part, si on compare ça à une situation d'urgence en avion, je veux dire, j'ai un feu moteur, disons que je n'ai pas vraiment le temps, surtout s'il ne s'éteint pas, de choisir l'aéroport qui me plaît le plus, là où il y a un petit resto sympa, où je pourrais, après le vol, aller déguster quelques crevettes ou autre chose comme ça. Donc, nous n'avons pas le temps. Et il est vrai que quand on regarde les pionniers de l'air au début du XXe siècle, qui aurait pu imaginer qu'à peine 60 ans plus tard, il y aurait un 747 qui transporterait 500 passagers. C'est vrai que si on transpose la question, on peut dire, mais si c'était possible à ce moment-là,
Ça pourrait l'être aujourd'hui. Sauf que aujourd'hui, si on regarde le budget carbone qui est possible d'utiliser jusqu'en 2050, en ayant fait quelques calculs qu'on peut retrouver sans problème, on a 20 ans d'autonomie en aviation. Donc après 20 ans, on a épuisé le budget. Si on prend les effets hors CO2, c'est 13 ans. 13 ans. Donc au-delà de 13 ans, on a consommé ce qu'on pouvait consommer. Pensez-vous, quelqu'un pense-t-il qu'il est possible, mais même en 20, ça va être des balbutiements, etc. Donc c'est là tout le défi. Malheureusement, on aurait dû commencer il y a 30 ans. Vous l'avez dit, il faut sans doute alors rendre le vol utile, lui redonner son véritable coût, donc le faire payer plus cher. Certains parlent de la taxe passager, d'autres parlent de la taxe kérosène. Que faut-il en penser ? Alors là aussi, il y a un amalgame extraordinaire parce que faut-il taxer le kérosène ? Moi, je pense que oui, mais ça ne va pas avoir d'effet sur le climat. Alors me direz-vous, mais ça n'a pas de sens de taxer quelque chose si ça ne va pas avoir d'effet. Oui, ça dépend pourquoi on le fait. Une taxe peut être établie pour obtenir des ressources financières ou pour changer un comportement. C'est le cas de la voiture électrique qui est entre guillemets subsidiée en récupérant de l'argent ailleurs. Donc il y a l'objectif, il y a la légitimité et puis il y a l'efficacité. Et mettre une taxe qui n'a aucune efficacité, ça ne sert à rien. On n'augmente que le niveau de frustration. Donc mettre une taxe, d'une part, qui est relativement faible sur un ticket d'avion, ça va avoir que très peu d'impact, parce que historiquement, l'élasticité de la demande est faible par rapport au prix. Et en plus, si on le fait qu'au niveau européen, vous allez simplement créer une distorsion de compétitivité avec les pays dans le reste du monde qui vont bien être contents que nous, on perde en productivité, en compétitivité, notamment des pays comme le Qatar, avec qui l'Europe a signé un accord de libre-échange. Ça, c'est un autre débat, mais on peut se poser la question donc de pouvoir mettre des taxes qui seraient uniquement situées sur le sol européen. Ça n'a absolument aucun sens. Donc il faut taxer tous les avions qui atterrissent en Europe. Alors, l'Europe a essayé de faire ça d'une certaine manière en intégrant l'aviation dans son système ETS, l'aviation internationale. Elle a dû faire marche arrière parce que forcément, les Chinois et les Américains, pour ne citer que eux, s'y sont opposés. J'avais écrit d'ailleurs un document sur le sujet en disant c'est une impasse parce que c'est un accord qui doit se faire au niveau mondial. Sans le faire au niveau mondial, et c'est là le défi en fait. C'est vraiment là le défi, c'est que la stratégie dans le transport aérien doit se faire au niveau mondial ou pas. Sauf qu'on ne la voit pas venir, cette stratégie mondiale, parce que de COP avortée, on pourrait même plutôt parler de flop 26 ou flop 25 ou flop 27, de COP avortée en mondialisation un peu bloquée, on ne voit pas arriver de décision mondiale. Est-ce que demain, les Chinois, les Américains, les Indiens vont se mettre à la table avec nous pour discuter du bien-être mondial ? C'est effectivement une question tout à fait pertinente. Cela dit, pour rebondir à ce que vous disiez juste avant, c'est vrai que les COP, mais bon, les décisions concernant le transport aérien ne se décident pas là, elles se décident au sein de l'OACI, qui a proposé un plan qui s'appelle Corsia, et qui en fait, ce n'est simplement que du greenwashing, d'après moi. Et en réalité, lorsque vous avez un problème aussi important, au niveau politique, il y a deux façons de s'y attaquer. Donc vous y attaquez d'une manière franco, au risque de ne pas faire plaisir à tout le monde et de peut-être avoir des sanctions aux prochaines élections, soit vous dites que vous vous y attaquez. Vous allez me dire, oui, mais si vous ne faites que le dire, on va bien le voir. Oui, sauf si vous commencez déjà à mettre quelque chose sur papier en mettant des horizons à 40 ans. D'ici là, qui dit que vous ne serez pas mort ou que moi je ne serai pas là ou bien que j'aurais fait un autre travail. Et donc, on est dans cette phase-là, malheureusement, et malheureusement en Belgique. Donc on nous ment. On nous ment, absolument. On nous ment. Et alors après, je veux dire que la question de la vérité est une question en soi quand même très épineuse. Hein, mais ici, d'une manière flagrante, je pense que la plupart des partis, pour pas dire tous, sont ce que j'appelle populistes. Hein, parce que je ne dis pas ça en l'air. Hein. Donc le populisme, c'est une doctrine politique qui consiste à dire ce que le peuple a envie d'entendre. Ouais. Mais on peut faire la même définition en introduisant une double négation. Et qui consisterait alors à dire c'est une doctrine politique qui consiste à ne pas dire au peuple ce qu'il n'a pas envie d'entendre. Et en ce sens, aujourd'hui, je pense que malheureusement, personne n'a envie d'entendre que son mode de vie devra radicalement changer. Moi, personnellement, je préfère le confort à l'inconfort, l'abondance à la pénurie. Mais il n'empêche, je veux dire que si on fait une analyse froide et lucide, on constate qu'il y a quand même un problème et que peut-être anticiper ce problème supposerait une réflexion retournée à des textes, par exemple d'Ivan Illich, des années 70, Énergie et équité, où il parle de l'hypothèse, son hypothèse, c'est de dire qu'il y a un quantum critique d'énergie au-delà duquel les bienfaits que l'on connaît et qu'évidemment j'approuve, je dirais les bienfaits de l'énergie, finissent par se retourner contre nous. Il y a les externalités qui ne sont pas internalisées et donc il y a des effets pervers. Et je pense que là,
on est sur une scène qui représente parfaitement cette situation. Est-ce que l'on peut encore imaginer demain une aviation avec son expérience, sa rentabilité? On sait que ce sont des secteurs, depuis la production des avions en passant par tout le reste, c'est bien plus large que simplement l'avion lui-même. Est-ce qu'on peut l'imaginer demain avec moins de vols, donc moins de marge de rentabilité pour les actionnaires, etc.? Je crois qu'à un moment donné, ça arrivera. Je dirais toute évolution va apporter des changements. Je dirais que ça, c'est un petit peu un lieu commun. Comme nous, on vieillit, à un moment donné, il y a des choses qui fonctionneront moins bien. Mais à un moment donné, il y aura une évolution. La question, est-ce qu'on l'anticipe ou pas? Sur quels critères? Parce que moi, je pense que l'aviation a un futur. Il faut le garder, mais peut-être pas de la même manière qu'aujourd'hui on l'utilise. Je pose aussi cette question parce que après une espèce de boom et d'efflorescence de toute une série de petites compagnies, on a quand même vu progressivement, le marché est un peu autorégulateur, ces compagnies se faire racheter ou faire faillite et disparaître, et notre compagnie nationale n'y a pas manqué par ailleurs. Mais ça veut dire que avec un moins grand nombre d'acteurs, on n'a pas vu, loin s'en faut, diminuer le nombre de vols. Absolument, parce que finalement, je dirais qu'on rentre dans une logique. Il faut savoir que les compagnies sont soumises à une double contrainte, comme je l'expliquais tout à l'heure. D'une part, le coût du pétrole et d'autre part, une dérégulation. Et donc, il y a un genre de fuite en avant où chacun veut prendre des parts de marché. Ce n'est pas propre au secteur aéronautique, mais je dirais qu'on le voit. Et donc, il y a une gestion des coûts qui n'arrête pas d'augmenter avec des recettes qui diminuent par ailleurs. Et donc, il y a quelque part, on est dans un monde, je dirais, de la guerre de tous contre tous, clairement. Alors, la fameuse stratégie carbone, puisque c'est quand même celle que l'on évoque, celle qui nous dit qu'il faut effectivement considérablement, d'ici à 2050 au plus tard, avoir inversé la courbe des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Est-ce que c'est un leurre? Parce que en fonction des technologies existantes, en fonction des possibilités existantes, si ce n'est pas effectivement par le changement radical d'attitude, est-ce que c'est devenu un leurre? Oui, c'est un leurre, parce que je dirais que la technologie, pour le dire simplement, est une technologie qui arrive à maturité. Donc les bénéfices que l'on peut escompter existent, mais ils sont largement inférieurs à la croissance prévue. Et donc, c'est là qu'on retrouve... j'ai fait une application de l'équation de Kaya au transport aérien. On voit bien tous les déterminants qui vont constituer, je dirais, le niveau d'émission de gaz à effet de serre. Et on voit, d'une part, ce qu'on appelle l'intensité énergétique et d'autre part, l'intensité d'usage. Et donc, quelque part, la stratégie carbone, elle se concentre uniquement sur l'intensité énergétique, en espérant pouvoir compenser largement le fait que l'usage augmente. Or, je dirais, il faut faire une balance entre les deux. Si l'usage augmente plus qu'on ne peut récupérer en intensité énergétique, il ne faut pas avoir fait des études très longues pour comprendre que ça va faire qu'augmenter. On évoquait tout à l'heure la notion d'équité, efficacité énergétique et équité. Ça peut vraiment se marier selon vous? Il y a une piste possible, parce que là on a fait le constat des impasses, oui. Mais quelle est la piste? Alors, c'est-à-dire que c'est la même question que l'on a à résoudre lorsqu'on a affaire à une allocation de ressources rares. Et donc, quelque part, la capacité, je dirais, de la Terre de recycler le CO2 étant limitée, à un moment donné, il faudra voir comment on se répartit cette manne. Et c'est là tout le défi, parce que finalement, comme il n'y a pas d'instance supérieure internationale qui puisse dire « bon, on va faire comme ceci ou comme cela », la seule possibilité, c'est de trouver ce qu'on appelle un accord mutuellement avantageux. Mais pour cela, alors que nous sommes des pays très différents, avec des idéologies très différentes, il va falloir trouver ce qu'on appelle un socle axiologique commun. Et ça, c'est tout le défi. Vous avez rédigé une note dont le titre est comme un ring de boxe, en quelque sorte, entre pessimisme morbide et béatitude bovine. Quelle place reste-t-il pour la lucidité? Pessimisme morbide, c'est quoi? C'est too late? Mais oui, ou même non, pessimisme morbide, c'est par exemple, parce qu'il faudrait expliquer ce que c'est le pessimisme, c'est un calcul de probabilité, une évaluation. Un pessimisme morbide, c'est quelqu'un qui gagne 1 euro-million et qui fait des stocks inconsidérés dans sa maison parce qu'il pense être à court de pâtes ou de trucs comme ça. Ça, c'est le pessimisme morbide. Parce qu'on disqualifie quelqu'un qui a un avis négatif ou pessimiste par rapport à une situation dès lors qu'elle est pessimiste. La question est de savoir est-ce que son analyse est fondée ou pas. Parce que pour moi, un pessimisme, ce que j'appelle le pessimisme lucide, simplement qui part d'une analyse et d'un constat, c'était le cas de William Wallace, le dernier roi d'Écosse. La veille de son combat avec les Anglais, il y avait quand même une différence de force en présence, mais pour autant, on peut être pessimiste
et être absolument le contraire d'un défaitiste. Et donc, moi, je me définis plutôt comme ça, mais simplement, le pessimisme lucide, dans une situation compliquée, est la condition de possibilité de pouvoir inverser la tendance. Donc, vous étiez aux commandes d'un avion, il y avait une série de problèmes qui se posent. Votre pessimisme lucide consiste à ne pas croire que d'office vous allez vous cracher, mais faire le calcul du nombre de possibilités d'atteindre un aéroport correctement. Absolument. Je rebondis sur votre exemple parce qu'il est très très bon. Imaginons que nous soyons en route vers les Indes et nous survolons les hauts plateaux iraniens. Et puis nous constatons qu'avant d'arriver sur l'Himalaya, qu'il y a une fuite massive de carburant. Et donc, les calculs nous permettent très rapidement d'établir que nous n'arriverons pas à destination, à Delhi ou à Bombay. Donc, il y a deux options. Soit on se dit, mais non, ça va aller, à un moment donné, ça va s'arrêter, on va trouver une solution. Et donc, on va se retrouver au-dessus de l'Himalaya sans moteur. Ou alors, on se dit, mais là, je ne peux pas le faire. Et donc, il n'y a pas vraiment d'aéroport qui me plaît. Par contre, il y en a un ici, à 200 km, en Iran, qui est en fait une ancienne piste d'entraînement désaffectée. Elle fait 1500 mètres. Ça risque d'être chahuté. On risque même, je dirais, d'avoir des blessés, voire des morts. Mais je vais me préparer correctement à survoler le terrain, voir s'il n'y a pas de gros rochers sur la piste. Et je vais éliminer tout le fuel qui reste. Et donc, préparer tout le monde de telle sorte à ce que je puisse quand même avoir une possibilité que l'on sauve un maximum de personnes. La béatitude bovine, c'est celle qui dit « Oh, c'est rien, tout ira bien ». Mais c'est celle, je dirais, de l'espoir désuet. Je dirais que finalement, l'espérance fait vivre, c'est vrai. En même temps, c'est la dernière chose qui reste à des naufragés sur une chaloupe sur le Pacifique Sud dont ils ont perdu les rames. Croire que la science, d'office comme elle l'a toujours fait, va sauver et trouver la réponse d'ici là? Ah non, ça je ne le pense pas. Je pense qu'elle fait partie de la solution. Mais là, effectivement, ce serait une béatitude bovine que de croire qu'elle va trouver la solution. La lucidité, pour l'instant, qui l'a? Alors ça, c'est une très très bonne question. Malheureusement, je pense que toute personne peut l'avoir. Je dirais quelque part, la prise de conscience, déjà individuellement, et déjà l'avoir. Ce n'est pas un état comme un état extatique. Je dirais que c'est une démarche. Et je pense que la réflexion, par exemple, lorsque l'on va acheter des fruits ici ou là, de regarder les origines. D'ailleurs, je pense que comme mesure, je ne comprends pas pourquoi on ne le fait pas, mais on pourrait très bien imaginer que sur tout produit, de la même manière qu'on voit le Nutri-Score, que l'on voit les glucides, etc., on pourrait voir l'impact CO2, l'impact de production et l'impact de transport. Après, chacun fait en son âme et conscience, voilà. On se quitte ici au bout du compte, Waldo Cerdan, avec cette citation que vous avez mise en bas de cette note. Elle est celle d'un autre pilote, d'ailleurs, Antoine de Saint-Exupéry, qui a dit « Seul l'inconnu épouvante les hommes, mais pour quiconque l'affronte, il n'est déjà plus l'inconnu ». Il faut donc que chacun maintenant ouvre ses rapports et ouvre ses yeux et son intelligence. Absolument. Merci Waldo Cerdan d'être venu nous en avertir au bout du jour.